Bonjour Yvonique Ramis. Euh, Tu es le directeur général des services d'une communauté d'agglomération, mais également le président de l'ADGCF, qui est une association de directeurs généraux de services d'intercollectivités. Je souhaitais t'interroger aujourd'hui pour avoir un retour de ton expérience sur le développement pratique de dirigeants en matière d'intelligence collective et de co-construction d'un événement majeur pour votre association qui est l'Université d'été du Grand Bornand, qui réunit selon les années entre 200 et peut-être même 400 adhérents. Voilà, est-ce que tu peux me dire en quelques mots que font les directeurs généraux de service et pourquoi ils ont eu envie de développer des pratiques d'intelligence collective il y a maintenant plus de 5 ans? Bonjour à toutes et tous. Merci Denis en tout cas pour ta proposition. Je suis vraiment ravi. Alors, en quelques mots, l'association, donc la DGCF, donc Association des directeurs, directrices, directeurs généraux de communautés de France, c'est un réseau professionnel d'environ 1000 adhérents qui regroupe, comme son nom l'indique, des directrices générales, directeurs généraux, mais aussi des directrices générales adjointes et directeurs généraux adjoints d'intercommunalités, mais aussi de communes maintenant depuis quelques temps. Donc, intercommunalité, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole. Nous, notre métier, en quelques mots, c'est de conseiller, d'assister les élus, donc les élus des intercommunalités, dans leur prise de décision pour évidemment assurer le développement, sécuriser, voilà. Mais aussi et surtout, c'est de notre mission est de gérer les services et les politiques publiques que les élus souhaitent déployer. Donc, on a vraiment un rôle de dirigeant opérationnel, de dirigeant technique, avec une double visée, un gros volet managérial d'équipe et de projet, mais aussi une deuxième visée, un deuxième volet, c'est un volet stratégique. Et on a beau être des dirigeants très opérationnels, il faut avoir une vision, notamment dans le monde de l'intercommunalité, à la fois de son territoire, mais aussi de son établissement public. Merci de ce rappel. Euh, donc, il y a 5 ans, l'association, qui est déjà ancienne, a décidé de professionnaliser son université d'été, que vous tenez régulièrement, tous les ans au mois de juillet, et de développer des pratiques d'intelligence collective. Pourquoi cela? Alors effectivement, la DGCF est une association qui a deux piliers, un pilier réseau, réseau professionnel de manière classique, mais aussi un pilier plus intellectualisant, plus branché sur la prospective des territoires, sur tous les champs, qu'ils soient économiques, sociaux, sociétaux, etc. Et c'est dans ce cadre-là que notre temps fort annuel est un temps, lui, clairement plutôt réflexif. Il s'appelle, donc, comme vient de le dire Denis, notre université d'été, qui traditionnellement avait lieu au Grand Bornand depuis plus de 12 ans. Et depuis l'année dernière, enfin en tout cas depuis 2019, pardon, parce que 2020, nous n'avons pas pu la tenir, nous faisons une année dans l'ouest de la France et une année plutôt dans l'est. Nous avons effectivement souhaité, en partenariat avec le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, organisme de formation obligatoire pour toutes les collectivités locales et intercommunalités de France, l'équivalent un peu de notre OPCA, de OPCO à nous dans le secteur public local. Nous avons souhaité du coup déployer effectivement plusieurs dispositifs plutôt innovants, et l'objet n'était pas d'innover pour innover, mais c'était bien d'apporter quelque chose de nouveau à nos collègues, à nos adhérents. Et c'est en cela que nous avons construit une offre, effectivement, d'abord très empirique, au gré d'une première université sous forme d'atelier, d'une deuxième l'année suivante, puis d'une troisième, basée effectivement sur différentes méthodes d'intelligence collective. Ça plaisait beaucoup. Pour être même très clair, c'était le temps fort, le temps le plus apprécié. C'est ce qui remontait dans les bilans. On avait des 97-98% de satisfaction sur cette séquence-là chaque année dans nos universités d'été, parce que c'était à la fois nouveau pour nous, très enrichissant, et surtout, ça nous permettait à toutes et tous à la fois évidemment de sortir de nos pratiques habituelles, mais aussi de nous faire lever le nez, de nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il existait d'autres méthodes, finalement pas si complexes que ça, basées sur des choses plutôt simples, mais en tout cas fondées sur des méthodologies que nous ne maîtrisions pas, en tout cas parce que nous ne les connaissions pas. On dit souvent que les dirigeants ont peu de temps pour se former, pour investir, pour préparer eux-mêmes les temps forts qui les concernent. Comment avez-vous trouvé le temps de préparer ces universités? Alors effectivement, je pense que qu'on soit dirigeant du secteur public ou du secteur privé, la notion de gestion du temps et de gestion des priorités, c'est évidemment au cœur de nos sujets et de nos priorités.
On a pu préparer en tout cas ces temps d'université grâce à l'appui évidemment très clairement du CNFPT. On s'est appuyé sur un petit réseau de collègues, un petit noyau d'une petite dizaine de collègues volontaires qui a fait un travail de fond et qui était animé par donc le CNFPT évidemment, qui nous apportait la matière et qui d'ailleurs, au gré des années, cet organisme s'est même lui-même étoffé d'appui de conseils extérieurs pour structurer la démarche et l'enrichir. Et c'est vrai que c'est partant d'un petit noyau de collègues, donc d'une petite dizaine, qui a fait le choix de prendre un peu de son temps professionnel et ou personnel pour structurer cette démarche, structurer cette méthode et la présenter chaque année de manière différente et à chaque fois enrichie aux universités. Le résultat a été hyper positif puisque au bout de la 4e année, l'apport était tel que nous avions déjà eu d'ailleurs la demande de les années précédentes. On a décidé avec le CNFPT d'en construire une offre spécifique. Là aussi, comme vient de le dire Denis, pour à la fois répondre à un besoin, mais aussi répondre à un enjeu temporel, c'est qu'on a construit une offre qui a permis de le valider en temps de formation. Donc, clairement, pour nous, là, c'était une optimisation double à la fois, qui nous a permis de nous former réellement sur le fond sur des méthodes nouvelles, et deuxièmement, ça permet aussi de satisfaire à des obligations formatives que nous avons sur tous nos postes et toutes nos fonctions. On dit souvent que la transformation personnelle du dirigeant permet la transformation de son organisation. Est-ce que ce sont des choses que tu as pu observer dans la mise en place de ces pratiques d'intelligence collective? Est-ce que tu as des exemples à donner dans ce sens? Alors complètement, je partage complètement cela. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'une organisation fonctionne complètement au reflet, à l'image de son dirigeant ou de ses dirigeants, parce que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas aussi simple que cela. Néanmoins, on peut quand même, enfin, je trouve en tout cas dans la traduction, nous, dans le secteur public local, qui ressemble quand même pas mal au secteur privé, notamment sur les modes de recrutement des collaborateurs, hein, qui n'est plus ni moins que le même que dans le secteur privé. On se rend quand même compte que la coloration donnée, l'aspiration, et donc ce que le dirigeant ou la dirigeante elle-même ou lui-même voilà, puise, et en tout cas toutes les inspirations qu'elle ou il puise, ça diffuse ou pas, évidemment, dans l'institution, dans l'établissement, dans l'entreprise qu'elle ou il dirige. Alors j'en veux pour preuve moi, quelques exemples de différents collègues dans différents territoires en France où certains ont pu déployer du coup quelques méthodes d'intelligence collective, ce qui leur a permis déjà, premièrement, j'ai vraiment ça en tête, d'une part, de se remettre en question eux-mêmes sur leur propre positionnement, notamment au sein de leur équipe de direction générale. Et ça, c'est quand même assez crucial, puisqu'on anime toutes et tous des équipes de direction générale, hein, de 3 collègues, 5 collègues, parfois 10 ou 12 collègues, selon l'importance de la structure et du staff de direction qui est avec nous. Donc là je ne parle que d'encadrement supérieur. Mais aussi, d'autre part, ça a aussi permis, j'ai plusieurs exemples en tête, hein, à certains collègues d'inciter davantage sous un mode, là aussi, non pas coercitif, mais beaucoup plus participatif et en tout cas collaboratif, d'inciter des cadres et cadres intermédiaires à s'ouvrir à des types d'approches, sans parler justement de formations dédiées au management, etc., qui peuvent parfois un peu effrayer, y compris encore chez nous. Ça a permis à certaines et certains collègues de sensibiliser de manière différente et de manière du coup plus ludique, plus pédagogique, des cadres et surtout cadres intermédiaires à des approches humaines différentes et donc organisationnelles derrière, mais en partant de l'être humain. Et c'est en cela que c'est une richesse assez fantastique. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de méthodes que tu as en tête, que tu as pu vivre ou mettre en place? Bah, il y en a une qui a été celle qui a été la plus marquante probablement chez nous, qui n'est pas la plus simple à déployer, mais une fois qu'on l'a apprivoisée, elle a de multiples intérêts parce elle peut avoir de multiples déclinaisons. C'est celle des constellations, qui est une méthode, alors si ma mémoire est bonne, en tout cas dans son origine, hein, issue plutôt du secteur enfin, voilà, de la médiation, y compris de la médiation familiale. Ce procédé, en tout cas cette méthodologie plutôt, permet par un truchement lié, enfin en tout cas fondé plutôt sur l'écoute, vraiment l'écoute, le silence, la posture physique, et c'est assez décapant les premières fois. Ça permet du coup de dresser des tableaux parfaitement objectifs, sans jugement de valeur de quiconque et surtout pas du coup du dirigeant. Et ça permet du coup sur une forme un peu de jeu de rôle, mais non pas de jeu, pas de jeu évidemment à velléité ludique. Hein. Et ça permet vraiment de dépeindre des tableaux dont le résultat est souvent étonnant.
Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, nous, dans l'exercice des universités et après, ça a fonctionné très bien. Et je sais que plusieurs collègues l'ont testé chez eux. Moi, je l'ai testé aussi à 2 reprises là où j'exerçais avant. Et ça fonctionne très bien. En tout cas, évidemment, c'est un mode, on va dire, d'animation, et là, en l'occurrence, de résolution de difficultés spécifiques. C'est comme tous ces modes spécifiques, ça, il ne faut pas en abuser, il faut savoir en user avec voilà, à bon escient et avec intelligence. Mais en tout cas, enfin, moi, je garderai ce système de constellation dit systémique en tête, même s'il a, ce système-là a d'autres dérivés, parce que ça permet vraiment de dresser un panorama objectivé sur des situations et du coup d'amener à des résolutions de problèmes. Et une question supplémentaire, en fait, ce qui est important, c'est que c'était vous-même, en tant que dirigeant, qui animiez vos propres ateliers. C'est-à-dire que vous étiez vous-même les consultants, les coachs, les formateurs, les animateurs, quel que soit le nom qu'on utilise, qui animiez ces ateliers d'intelligence collective. Comment c'est possible? Complètement. Alors complètement, c'est ça qui a été assez étonnant. D'ailleurs, il a fallu embarquer les collègues parce que certains étaient assez réticents au départ. Du coup, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. On est le petit noyau d'une petite dizaine de collègues parfaitement volontaires au fil des années. Hein, au bout de la troisième, quatrième année, on s'est formé à différents outils et on a fini effectivement par devenir des mini-consultants. Je n'ai pas la prétention, moi le premier, hein, d'être un expert et d'avoir la qualité et la compétence totale pour être formateur de ces dispositifs-là. En tout cas, on a eu une capacité à transmettre et à donner les principales clés à nos collègues. Et c'est vrai qu'on est devenu un peu des intermédiaires, un peu méta-animateurs de ces sujets-là. Et ça a été du coup pour nous hyper riche, vraiment hyper riche. Quel conseil tu donnerais à des dirigeants qui voudraient se lancer dans ce type d'aventure? Peut-être que les premiers conseils que je peux donner, c'est déjà de bien s'outiller à la base et donc de trouver là où les bonnes personnes pour déjà donner les bons conseils. Ça peut paraître assez basique, mais de mon point de vue, c'est assez fondamental parce qu'on peut lire plein de choses, on peut avoir chacun une appétence spécifique sur à la matière ou pas, mais c'est hyper important déjà de trouver une personne ressource qui l'explique, qui vient en clair in situ transmettre, c'est assez fondamental. Mais il faut aussi, c'est pour moi l'un des deuxièmes fondements pour cela, il faut que la dirigeante, le dirigeant et même le collectif de dirigeantes et de dirigeants de l'entreprise et de l'institution ou de l'institution acceptent de se mettre un peu à nu et un peu au même niveau les uns les unes par rapport aux autres. Et c'est ça qui est important parce que cette démarche, elle ne fonctionne évidemment que dans un cadre de bienveillance, même si ça peut partir de postulats difficiles avec des réels problèmes, y compris humains souvent, mais pas que. Voilà, il faut accepter le postulat de départ d'une forme de évidemment de bienveillance, mais aussi d'une capacité à se remettre en question sans jugement. Hein, voilà, et en clair, du coup, de faire preuve d'une forme d'humilité qui, de mon point de vue d'ailleurs, doit être inhérente à tout dirigeante, à tout dirigeant ou tout dirigeant. Mais ce sont quand même les clés, parce que si on part avec ses a priori, ses préjugés, évidemment, on a tous nos acquis. Nos acquis, on les a et on les garde, tant mieux, mais il faut savoir mettre au vestiaire quelque temps certains de nos préjugés. Voilà, pour moi, ça, c'est clairement la clé. Dernière question pour finir. Quel est le coup d'après? Maintenant que tu as vécu tout ça et que vous avez vécu ça collectivement, qu'est-ce que vous envisagez ensemble pour aller plus loin dans le développement de votre communauté de direction? Nous, ce qu'on envisage, c'est de capitaliser dessus. C'est-à-dire, moi, je suis très content que notamment le CNFPT en ait déployé une offre de formation réelle, pas que pour nous et pas que pour notre réseau ADGCF. Hein. Ça a été du coup ouvert à tous les dirigeants de collectivités et ça, c'est déjà pour nous une vraie satisfaction. Là, si je raisonne de nouveau au titre de l'ADGCF, hein, de notre réseau professionnel, ça nous permet du coup, nous, maintenant, de savoir qu'on est capable de faire ça, qu'on peut le déployer sur d'autres missions, sur d'autres actions, sur d'autres matières surtout, managériales, mais aussi autres, hein, et qu'on a une capacité nous-mêmes, si on s'empare de sujets comme ça, pour nous, quelque peu scabreux de prime abord, qu'on ne maîtrise pas, ben, ça nous permet du coup de nous enrichir réellement nous et du coup derrière d'apporter énormément pour nos institutions. Enfin, moi, je le vis en ce moment à titre professionnel. Je viens de changer d'employeur de manière évidemment parfaitement volontaire. Et clairement, pour l'instant, je ne le dis pas comme ça, mais j'ai vraiment en tête de déployer quelques techniques d'animation et de management qu'ici, à peu près personne ne connaît. Et c'est en cela que, du coup, au niveau de l'association, on a une vraie volonté de continuer à être en veille là-dessus et à être actif pour susciter toujours de la nouveauté, tant sur le plan managérial, etc., mais aussi sur d'autres aspects qui peuvent être des aspects plus de stratégie, voilà, de stratégie d'entreprise, de stratégie d'établissement, puisque nous fonctionnons
Moi, j'ai coutume de dire que nous sommes des entreprises de service public, donc on a une époque où les institutions publiques ne vivaient que de l'impôt et se souciaient guère de leurs recettes, et clairement révolu, et d'ailleurs tant mieux. Donc voilà, donc nous, on est vraiment surtout, voilà, moi, en tout cas, je me situe vraiment sur tous ces champs-là, quoi. Un immense merci de m'avoir consacré ce temps en espérant que ça donne un petit peu des idées, des envies à d'autres dirigeants. À très bientôt. Merci beaucoup, Denis.